Allô, c'est Camille, bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui n'a pas peur de vous parler du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Et oui, ici on va se questionner, s'inspirer, apprendre, mais aussi rire en parlant de sujets légers, mais aussi un peu plus graves de tout ce qui se joue dans le monde des entreprises et notamment au niveau des relations humaine. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir. Réfléchir au sens de votre travail. Pourquoi votre travail est important pour vous? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous réveiller tous les matins? Si ce n'est pas le premier épisode que vous écoutez, vous savez que c'est une question que j'aime beaucoup poser à mes invités. Mais je vous avoue que cette fois, je n'ai pas eu le temps de poser cette question car mon invité m'a dit d'entrée de jeu ce qui le motivait à se réveiller le matin, le sens qu'il avait trouvé dans son travail et l'impact qu'il voulait laisser pour les futures générations. Mais qui est ce fameux invité? Eh bien, c'est Baptiste Hammin, le cofondateur de Feezer. Vous savez, c'est cette entreprise qui vous permet de transformer vos photos en cartes postales personnalisées. Mais ça se peut aussi que vous avez déjà entendu parler de Feezer parce qu'elle fait partie des premières boîtes françaises qui fonctionnent 100% en télétravail. Mais ce n'est pas tout. Baptiste a aussi cofondé l'entreprise Juliette et cette fois on ne parle plus de cartes postales mais plutôt d'environnement et de gel douche. Ce multi-entrepreneur va non seulement vous partager sa vision du travail, son besoin de faire partie des boîtes à impact qui vont porter le changement de demain, mais aussi tout le fonctionnement d'une entreprise 100% remote. Allez, c'est parti, je vous laisse avec Baptiste Hammin. Bonne écoute. Alors, bonjour Baptiste et bienvenue sur le podcast. Alors, je suis vraiment contente que tu sois là, d'autant plus que ça fait plusieurs années que je suis tes aventures entrepreneuriales. Alors, pour tout te dire, c'est ta première fois en fait que j'ai entendu parler de toi. Ça fait quand même quelques années. C'était au journal télé, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Du coup. Ouais. Et ça parlait de Feezer, du fait que vous avez dépoussiéré l'image qu'on avait des cartes postales. Et puis, il y a quelques semaines, sur LinkedIn, j'ai vu un post de toi où tu annonçais le lancement, en fait, de ta nouvelle entreprise qui se nomme Juliette. Et là, je me suis dit, non, mais attends, on est en pleine crise sanitaire. Il doit gérer Feezer. Maintenant, il co-crée Juliette. En plus de ça, je sais que tu as d'autres entreprises. Tu es très actif sur LinkedIn, plus encore ta vie perso à gérer. Je vais aller direct. C'est quoi ton secret d'organisation pour pouvoir gérer tous tes projets? Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Bon, alors c'est une bonne première question. Tu as donné un peu la réponse. C'est une question de vraiment d'organisation des priorités sur un petit peu sur ce qu'on fait. L'idée aussi, c'est qu'on est confiné, donc on a un petit peu plus de temps que d'habitude. Donc voilà, c'est ce qui aussi a fait naître ce nouveau projet. Et voilà, globalement, on essaie d'avoir une bonne organisation, un bon équilibre vie perso, vie pro. Mais comment tu t'organises? Est-ce que tu fais partie de ceux qui se réveillent à 5 heures du matin pour pouvoir tout placer dans la journée? Comment tu fais ça? Je me lève assez tôt. J'essaie surtout d'être assez efficace dans mes semaines, d'essayer de m'améliorer un petit peu sur la façon dont j'organise mes semaines. Je travaille beaucoup. Après, j'essaie quand même d'être pas mal présent avec ma famille. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un ou deux soirs par semaine où on est vraiment en famille, de passer du temps avec ma fille. Et puis après, le reste du temps, l'idée, c'est de travailler sur les différents projets du moment. Ok, très. Et est-ce que quand tu avais 10 ans, tu avais aussi autant de projets dans la tête, des rêves et tout ça que tu voulais réaliser? Ou ça arrive plus tard? Quand j'avais 10 ans, non. J'ai fait des études entrepreneuriales. Mes parents sont entrepreneurs. Et du coup, j'ai quand même été baigné assez tôt dedans. Je travaillais dans l'entreprise de mon père. Ils vendent des meubles en Normandie. Et je travaillais avec eux, je pense, depuis que j'ai 11-12 ans. Et je pense que j'ai toujours un peu eu cette fibre où à un moment, je créerais mon entreprise. J'ai d'ailleurs fait ces études-là. Et avant la fin de mes études, j'ai créé déjà une première boîte. Donc est-ce que j'avais autant d'idées à 10 ans? Je sais pas. Je pense que c'était un peu tôt, peut-être un petit peu après, oui. Et c'était quoi l'idée parce que là tu me dis tu travailles avec ton père, c'était quoi l'idée que tu te faisais du travail? Est-ce qu'il y a des choses que tu voyais et que tu disais non mais attends, si j'avais une entreprise, moi je ferais jamais ça?
J'étais adolescent, donc le travail, c'était un peu la corvée pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, et puis après se faire plaisir autour. C'est vraiment comme ça que j'ai été éduqué. Donc l'idée, c'était quand même tous les étés, je travaillais, il fallait gagner de l'argent, même si mes parents quand même m'aidaient pendant que j'étais étudiant, mais le travail, je l'ai vraiment vu comme une corvée jusqu'à ce que je crée ma première boîte, en gros. Ok. Et parce qu'après, tu as aussi été salarié à un moment donné pendant 2 ans, hein, c'est ça, si je me trompe pas? Exactement. En fait, la première boîte que j'ai créée, j'avais 23 ans et au bout de 2 ans, le projet il décollait pas particulièrement et même si la boîte elle existe toujours aujourd'hui, donc c'est quand même Mhm. cool. C'est pas vraiment un échec monstrueux, mais on n'était pas forcément alignés avec mes associés. On n'avait pas forcément la même vision. Ils voulaient monter un bureau d'études là où moi j'avais un petit peu plus d'ambition que ça. Donc du coup, je les ai laissés sur le projet et puis aussi, ça faisait 2 ans que j'étais étudiant. Enfin, je sortais de mes études, je gagnais pas d'argent. Je me levais à 4 heures du matin pour livrer des journaux dans ce que c'était une boîte à Nantes. Donc je faisais ça j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, je me suis dit bon, c'est pas forcément avec ce projet que je vais réussir à vivre tout simplement. Et je pense que j'avais pas forcément la passion aussi, les mêmes objectifs qu'aujourd'hui sur la façon dont j'entreprends. Là où plus quand j'étais jeune, bah justement, c'est ce que je te disais un petit peu avant, c'est que j'entreprenais pour gagner ma vie. Là où aujourd'hui, j'entreprends plus par passion et par envie de réussir dans un projet, plus que par envie uniquement financière, où c'est pas forcément ce qui te fait te lever toute ta vie. Et du coup, j'ai été salarié pendant 2 ans. C'était une super expérience. J'étais salarié, en fait, je travaillais dans le data marketing. Mhm. J'ai commencé tout en bas de l'échelle parce que j'étais téléprospecteur, donc il fallait que je prenne des rendez-vous pour les commerciaux. Voilà, ça marchait bien. J'ai fait ça pendant 6 mois et après j'ai été en gros, l'objectif du boss de l'époque, c'est qu'il me disait, faut que tu prennes 15 rendez-vous pour tes commerciaux et le reste du mois, tu peux faire du chiffre d'affaires. Et du coup, sur le chiffre d'affaires, c'était cool parce que on pouvait gagner pas mal de primes à la fin du mois. Donc, je prenais mes rendez-vous on va dire en 10 jours et puis après, je passais le reste du mois à faire du chiffre. Et ça marchait tellement bien que je suis passé, je suis passé commercial junior, puis après je suis passé commercial senior. Je suis monté à Paris voilà, pour continuer à travailler sur des plus gros comptes. Voilà, ça a été une belle ascension pendant quasiment 2 ans. Et puis voilà, au bout de 2 ans, j'ai été le voir parce que j'étais assez ambitieux et je lui dis bon bah voilà, j'étais jeune parce que j'avais 26, 27 ans par rapport aux commerciaux qu'on avait dans la boîte qui avaient plus des profils 45 ans. Et j'ai été le voir en disant voilà pourquoi il faut que je sois directeur commercial de la Wow. boîte. Et il m'a dit, bon, on s'entend bien, on s'entend encore bien aujourd'hui, mais il m'a dit à l'époque, écoute Baptiste, c'est pas tes clients, c'est mes clients. Enfin, c'est pas c'est les clients de la boîte. En fait, ce qui m'a dit m'a un peu marqué en me disant, en me mettant un petit peu un stop. En gros, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu le réussis grâce à la boîte et pas forcément par rapport à ce que toi tu as fait t'as fait depuis 2 ans, quoi. Donc ça m'a mis une petite claque et puis après, je suis parti au ski avec mon meilleur pote et puis c'est là que je suis rentré, j'ai démissionné et j'ai créé Fizer. Voilà, en gros, l'idée du process avoir été salarié pendant 2 ans, où ça s'est très bien passé jusqu'à un moment où j'ai trouvé mes limites dans un système comme ça. Et là, avec le recul, est-ce que toi, tu penses que quand les salariés réussissent, c'est grâce à eux ou c'est plus grâce à l'entreprise, comme lui dit? Enfin, comment tu vois ça? Il y a un tout, clairement, mais sans tout ce que c'est vraiment une équipe qui réussit Oui. plus qu'un homme. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a dit à l'époque. Après, je pense qu'il voulait pas forcément le dire comme ça non plus. Euh, mais euh, mais ça me permet peut-être d'être un peu plus reconnaissant aujourd'hui envers ce que fait tout le monde aussi, au travers de ce que font toutes les équipes. Et tu sais, je vais rebondir aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où
Tu me disais en fait que ouais, à un moment donné, c'était alimentaire et puis toi, tu avais besoin aussi des choses qui te donnent envie de te réveiller le matin, des choses qui apportent de la valeur. Puis je le vois en fait souvent dans tes posts, mais aussi dans les choix que j'ai regardés en fait dans les choix de tes investissements dans des projets qui te rapportent pas directement en fait, mais dans lesquels tu vois de la valeur, tu vas y aller, tu vas foncer. D'où est-ce qu'il te vient cet élan de solidarité? Et est-ce que tu penses qu'on va aller de plus en plus aller vers cette forme de solidarité, aller vers une économie plus sociale, ou est-ce que c'est idéaliste de le penser? Alors, cet élan de solidarité, je pense que je grandis. Vraiment, je te dis, à 18 ans, j'avais pas du tout les mêmes envies et euh, je pense que ça vient un petit peu de mes parents, la façon dont je suis un peu en train de construire les choses, où eux, ils ont eu aussi des échecs entrepreneuriaux, ils ont eu de la réussite entrepreneuriale, mais ils ont toujours pris super soin de leur famille. Et je pense que le fait je suis papa depuis un peu plus de 2 ans, et je pense que ça me change aussi pas mal les choses, et ça me change pas mal la façon dont aussi je peux voir les choses. Donc ça me donne un petit peu plus de sens à ma vie. Après, pour répondre à toute une autre question aussi sur l'activité que j'ai un petit peu aussi sur LinkedIn, l'idée aussi qu'il y a derrière, c'est de pouvoir un peu mettre en avant le travail de l'équipe, parce que je pense qu'on fait quelque chose d'assez cool sur voilà, le projet Feezer, le fait qu'on ait monté une boîte en remote depuis plus de 6 ans, et la façon dont on arrive à travailler ensemble, et la façon dont voilà, les valeurs qu'on arrive à sortir de la boîte, et la façon dont les gens sont contents de l'accomplissement qu'il peut y avoir autour de cette boîte-là. Et puis après, pour la question que tu me posais un peu sur l'évolution des boîtes de demain, oui, je pense que les gens font de plus en plus attention à leur façon dont ils peuvent consommer. Euh, et je pense que les boîtes vont aller de plus en plus vers ça, c'est-à-dire prendre soin à la fois de l'impact environnemental qu'on peut avoir, mais aussi du bien-être des salariés, parce que c'est avant tout une équipe qui va aussi construire un projet et qui va le pérenniser dans le temps. Euh, et puis évidemment, il faudra, je pense toujours que la boîte reste malgré tout assez viable économiquement. Donc c'est une équation un petit peu plus complexe qu'on a à résoudre aujourd'hui. Mais je pense que les boîtes qui jouent pas ce jeu environnemental ou bien-être des salariés demain, elles vont assez vite disparaître. Et je pense que les boîtes de demain, la valeur qu'on va pouvoir dégager des boîtes de demain sera assez primordiale. Ouais, non, complètement. Et est-ce que, tu sais, tu me parlais de bien-être des collaborateurs. Toi, est-ce que le fait d'avoir mis tout le monde en remote, c'est parce que tu te dis, bon, comme ça, au moins, je vais avoir une équipe qui pourra gérer son temps comme elle a envie et puis avoir cet équilibre un peu pro-perso, ou est-ce que c'était pour d'autres raisons? Alors, on est 5-6 ans en arrière. Ouais. À l'époque, aujourd'hui, le remote, ça peut paraître quelque chose un peu plus courant depuis mars. Mais à l'époque, c'était pas vraiment courant. Il y avait quelques boîtes qui le faisaient aux États-Unis. Et en Europe, c'était surtout l'engineering, surtout les développeurs qui commençaient à être vraiment remote. Et nous, on l'a fait par contrainte au début. C'est-à-dire que Ok. on a commencé sur Paris avec mes associés, et à un moment on s'est dit pour améliorer aussi notre vie, on va retourner en Normandie, donc pour monter notre centre d'impression de cartes postales. Et du coup, il fallait trouver des gens. Trouver des gens, leur dire, viens en Normandie pour travailler. On limite un petit peu le champ des possibles. Donc là, on s'est dit, ok, on va élargir un petit peu le champ. Donc on va recruter, on va recruter un peu plus large. L'idée étant de se dire que ce qu'on propose aux gens, c'est de travailler où ils veulent dans le monde, dans les horaires qu'ils veulent. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être 2 fois par semaine à 14 heures, heure française, dans des calls. Après, ils organisent leur routine comme ils veulent. Donc, en fait, on leur propose de travailler dans les meilleures conditions possibles, puisque c'est eux qui vont déterminer leurs conditions. Mais alors, attends, parce que je reviens du coup 6 ans en arrière, parce que je me dis qu'à l'époque, le télétravail était beaucoup moins démocratisé qu'aujourd'hui, en tout cas en France. Euh, Ouais. c'est ça. Donc, sur quoi est-ce que tu t'es basé pour pouvoir créer cette entreprise 100% remote, pour te dire, OK, on va au moins se voir, qu'importe où est-ce que vous êtes situé dans les pays, mais à 14 heures, vous devez être là. Est-ce que tu as eu des difficultés à le mettre en place, des ajustements à faire?
Alors là, ça, c'est la photo que tu vois 6 ans après, le 2 fois par semaine. Au début, on avait surtout des gens qui étaient sur les mêmes fuseaux horaires. Ok. Et évidemment, la routine qu'on a mis en place, on l'a fait évoluer au fur et à mesure des années, parce que c'est compliqué d'utiliser les bons outils de communication qui correspondent aussi à la taille de ton entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si la façon dont on communique aujourd'hui dans l'entreprise, elle serait pas bonne avec une équipe un petit peu plus réduite. Là aujourd'hui, on est 20-25 collaborateurs. On n'a pas la façon de communiquer que quand on était 4 ou 5. Donc ça engrange, plus on grandit, plus il y a des difficultés. Donc il faut être capable de remettre justement toute cette communication, enfin toute cette façon de communiquer, que ce soit au travers des outils, que ce soit au travers de l'écoute de tout le monde et du partage un peu, voilà, d'essayer de se dire ok, comment est-ce qu'on fait pour améliorer en continu la façon dont on échange. Mais le secret, c'est vraiment la communication et les outils de communication qu'on met en place derrière. Et pour communiquer, ce que enfin, je trouve que dans les entreprises, en tout cas, la communication, c'est une des choses les plus compliquées parfois. Toi, qu'est-ce que tu mets en place? C'est vraiment par les outils que que tu fais en sorte que tout le monde puisse communiquer, avoir sa place pour pouvoir discuter, échanger? Oui, nous, on essaie de mettre en place une communication basée pas mal par l'écrit, parce que l'écrit, ça reste. Effectivement. Et du coup, nous, on utilise un outil qu'on utilise beaucoup, c'est Notion. C'est un petit peu notre bibliothèque. En gros, si je te vais te faire simplement nos 3 outils principaux, après, on a pas mal d'autres outils. On a Slack. Donc Slack, c'est comme notre bureau. Ouais. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on dit bonjour, on a des channels euh, de sport, on a des channels de cuisine, on a tout un ensemble de channels métiers aussi, qui correspond à la façon dont on a réparti les équipes. Et il y a des règles assez définies sur la façon de communiquer sur Slack et sur la façon d'être présent sur Slack. Donc ça, c'est notre bureau. Après, on a notre bibliothèque. Donc là, c'est Notion. C'est-à-dire que les choses sur Slack, comme il y a beaucoup de mouvements, vont assez peu rester. Donc l'idée, c'est de bien les ranger sur Notion. Et puis après, on utilise Zoom comme on est en train de faire tout de suite, pour pouvoir échanger à distance dans les meilleures conditions. Ouais, alors là, je vois que même dans la communication, tu as de l'organisation, en fait. Il y a beaucoup d'organisations. Il y a pas le choix de toute façon si on veut être capable d'être efficace. Et tu sais, comme tes collaborateurs, ils sont dans le monde entier, comment est-ce que tu fais pour les recruter? En vrai, tu as le monde entier à ta disposition. Alors, il y a des outils. Enfin, tu as des outils comme Remotive.io, par exemple, où tu peux poster ton annonce. C'est consacré au 100%. C'est 100% remote. Pour ceux qui écoutent et qui veulent trouver un boulot en remote, en général, ils ont quand même pas mal de possibilités. Après, on va aller sur des outils spécifiques pour les développeurs, où on va utiliser LinkedIn. Et en France, on a Welcome to the Jungle aussi, qui est pas mal et qui nous apporte pas mal de candidatures. Depuis 2 ans, on a commencé à quand même pas mal communiquer sur notre mode de travail. Donc, on a quand même pas mal de candidatures entrantes. Donc après, voilà, c'est en fonction des opportunités de postes qu'on va avoir. Mais là où tu mets un bon point, c'est que le recrutement, c'est quelque chose d'assez essentiel, surtout dans une boîte en 100% remote. Nous, on va chercher des gens qui sont soit déjà très autonomes, ou on sent une vraie capacité à pouvoir devenir autonome. Ça veut pas dire senior, hein, ça veut dire qu'on sent que même à distance, même si la personne est toute seule chez elle, elle va être capable de bien s'organiser, parce que euh, recruter quelqu'un qui est pas autonome en 100% remote, c'est un cadeau pour personne. C'est pas un cadeau pour l'entreprise et c'est pas un cadeau pour la personne. On l'a vu, nous, évidemment, on a eu quelques échecs sur des recrutements, et ça se voit en général très très rapidement. Et comment est-ce que tu peux détecter ça, cette autonomie, dès l'entretien? Alors, je te parle de l'autonomie. On essaie de voir. Nous, on a un entretien, on a un process d'entretien en 3 étapes. La première étape, c'est avec le futur manager. Donc, ça dure à peu près 1 heure. Où, voilà, l'idée, c'est d'essayer de poser des questions, et de voir si la personne, elle correspond globalement aux valeurs de la boîte. Bon, t'as l'autonomie, mais c'est comment est-ce que nous, on a vraiment un sujet autour du produit, parce qu'on est avant tout un produit, et donc il faut que la personne se sente aussi concernée par ce produit-là. L'autonomie, on va vraiment le juger sur la deuxième étape.
Mmh. Euh, c'est un exercice pratique, en gros. Et on voit assez facilement dans une mise en situation comment est-ce que la personne va s'en sortir. Donc ça peut être un test, ça peut être développer une petite application en ayant un cadre assez précis, D'accord. une semaine pour pouvoir le réaliser, bien expliquer par l'écrit pourquoi la personne a fait ça et du coup qu'est-ce qu'elle a voulu montrer exactement par cet exercice. Mmh. Et puis après, le dernier entretien, c'est pas avec le manager, c'est avec deux autres personnes, des collègues qui sont pas forcément de la même équipe, où l'idée c'est de répondre à une question, c'est est-ce que tu irais boire une bière avec cette personne-là? En gros, ça permet de C'est garder génial. une cohésion. Euh, il y a beaucoup d'autres questions aussi, hein, mais c'est là que l'esprit général, c'est un peu ça, où justement l'idée c'est de se dire est-ce que si cette personne elle arrive dans l'équipe, on va réussir à garder la cohésion et les valeurs qu'on a aujourd'hui. Et justement, en parlant de cohésion, là, tu sais, j'avais vu que avant, enfin, je dis avant parce qu'on est encore en pleine crise sanitaire, mais que tu faisais 2 réunions physiques par an. Là, je sais pas, hein, tu vas me dire, je sais pas si ça a été possible ou pas de le faire, parce que je me dis, bah, l'isolement en télétravail, bah, parfois ça peut être un peu compliqué, mais là où tu peux quand même réunir les équipes en faisant ces réunions physiques-là. Cette année, comment vous avez fait? Alors, on avait prévu de se voir en avril. Euh, du coup, ça a été annulé. Et on a reporté ça en décembre au ski. Donc, Ah. la deuxième a aussi été annulée. Donc ça fait la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en fin d'année dernière. On s'était vu à Barcelone pendant une semaine. Et c'est vrai que depuis, on s'est pas vu. Après, on est arrivé à un stade de maturité sur la boîte où on a assez peu de turnover chez nous et on recrute assez peu. Et du coup, ça n'a pas chamboulé non plus de pas se voir pendant trop de temps parce que les gens se sont déjà vus quand même pas mal avant. OK, donc tu as déjà enfin, tout le monde se connaît déjà, donc ça va, en fait. Je veux dire, c'est plus facile pour discuter avec une personne que tu as déjà vue et puis, c'est un peu ça? Exactement, oui, exactement. Après, il faut toujours essayer d'entretenir un petit peu la façon dont on communique. Mais Mmh. après, il y a aussi des personnes qui se voient en Normandie. Donc, on est une partie des équipes qui vient quand on fait des shootings photos ou voilà, il y a quand même une partie de l'équipe qui peut se voir. Et puis après, bah, on a des gens qui sont bloqués aussi dans des pays depuis un an, donc on n'a Je pas connais pu. ça! Voilà. Et est-ce que c'est plus difficile, d'après toi, de maintenir un équilibre pro et perso lorsqu'on est en télétravail, tu sais, pas réussir à couper forcément, du boulot quand tu es à la maison ou voilà? Sur l'équilibre entre le travail, oui, clairement c'est plus difficile hein, de faire la part des choses entre le moment où tu es dans le canapé pour petit déjeuner et le moment où tu es dans le canapé pour travailler. C'est difficile de voir la différence entre les deux, ça c'est sûr. Après, nous on essaie quand même de pas mal accompagner les gens là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on a partagé pas mal de sujets autour du télétravail, un peu à tout le monde, parce que je pense que les gens, ils ont été lancés. Pour nous, ça n'a pas été difficile. Ça a été dur parce qu'il y avait les enfants à la maison, donc c'est toujours un peu plus difficile de travailler. Mais globalement, on s'est vite adapté, au fait d'être confiné. Par contre, c'est vrai que pour pas mal de gens, je pense que ça a été un chamboulement assez fort. Et surtout que la plupart des gens sont pas faits pour être en télétravail, ne veulent pas être en télétravail, et que ce soit le manager ou le collaborateur. Après, je pense aussi, tu sais, le télétravail, ce qu'on oublie peut-être là pendant cette période, c'est que le télétravail, ça s'organise, tu sais, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Que plusieurs personnes, bah, c'était du jour au lendemain qu'elles ont dû être en télétravail, que comme tu Ouais, dis, bah, elles sont pas complètement. faites pour être en télétravail. En plus de ça, c'était pas organisé. Et puis, tu as plein de choses à faire en amont, tu vois. Donc, je pense que ça n'a pas facilité non plus, quoi. Donc, en plus avec les enfants. Donc, c'est sûr que ça n'a pas facilité. Mais d'ailleurs, vas-y, excuse-moi. Ouais, les enfants, ça a été l'équation compliquée quand même. Donc là, le deuxième confinement, bah, pour nous, ça a complètement rien changé, mais je pense que les gens ont vu le travail différemment avec le deuxième confinement qui arrivait.
Ouais, non, c'est sûr, complètement. Mais tu sais, j'ai lu aussi que tu imposais à tes collaborateurs de se dégager des temps où ils seront focalisés sur un projet, en fait, que tu leur demandais. Alors, tu me diras, c'est vrai, hein, je l'ai lu une seule fois, donc tu me diras si c'est une bonne information ou pas que j'ai, mais que tu leur demandais de déconnecter totalement en coupant les notifications qui annoncent de nouveaux messages ou des emails. Et franchement, je trouvais ça vraiment top, car je sais à quel point les notifications constantes, les petites sonneries, à quel point ça te déconcentre. Puis ajouter à ça la peur aussi de ne pas répondre assez vite à un mail, un email pardon, qu'un collègue t'a envoyé, etc. Et là, avec ce que tu as mis en place, je me dis, mais waouh, on gagne du temps à juste être concentré, quoi. Et comment tu as eu l'idée de mettre ça en place? Est-ce que tu le faisais déjà pour toi? Alors, je pense qu'on n'impose pas vraiment aux gens. On leur a surtout montré, c'est plus des façons de, tu vois, on parlait d'outils, mais la façon dont on sert des outils, c'est quand même assez important. Nous, notamment, tu vois, bon, l'email, c'est un cas un peu à part parce que euh, peu de gens utilisent l'email chez FISA. On utilise principalement Slack. Et il y a une façon de configurer Slack où effectivement, on n'est pas obligé de répondre aux gens dans les minutes. Il y a rarement des choses qui sont extrêmement prioritaires. Si c'est très prioritaire, on peut notifier la personne pour qu'elle reçoive la notification. Mais sinon, on a un outil pour ne pas être dérangé sur Slack. Pour revenir un peu sur ce que tu dis sur le fait de ne pas être dérangé, nous, on essaie de regrouper les calls. C'est-à-dire que tu vas avoir des calls le lundi pour lancer les sprints. Ça dépend des équipes, hein, mais je te fais D'accord. globalement. Ok. Tu vas avoir un call de sprint pour lancer ta semaine le lundi. Euh, Mardi, mercredi, il n'y a pas de call. Il n'y a pas de call pro. Euh, le jeudi, il y a le call où tout le monde est réuni. Donc l'idée, c'est de retravailler un peu la vision, de voir un petit peu les résultats, de travailler vraiment. On fait le premier jeudi du mois, on va parler vraiment business. Le deuxième, ça va être, on va parler marketing. Le troisième, on va parler du produit et des évolutions qu'il y a eu. Et puis le quatrième est un peu plus libre. On essaie de trouver des sujets assez sympas. Euh, et ensuite, tu te retrouves le vendredi sans call, et le lundi, tu reviens en call où tu dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Comment est-ce que tu as fait pour, voilà, comment est-ce que tu as avancé sur ton sprint? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant sur ce nouveau sprint? Voilà en gros comment on fonctionne. Après, la personne, elle n'est pas laissée toute seule du lundi au lundi. On utilise un outil nous, qui s'appelle Geekbot, où comme quand tu arrives le matin au bureau, c'est salut, comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui, puis voilà, on essaie de répondre à des questions un peu de la vie de tous les jours. Est-ce que t'as décoré ton sapin, des choses comme ça. Ouais, l'idée étant d'apprendre un petit peu à connaître tout le monde. Non, parce que je me dis, tu sais, souvent, tu peux avoir l'idée, qu'en télétravail, tu as plus cet équilibre vie perso et qu'en plus de ça, tu peux devenir une personne comme hyper connectée, montrer que tu es toujours là, que tu réponds directement. Et puis, toi, la façon dont tu me dis, la façon dont vous fonctionnez, en fait, c'est que tu n'as pas cette pression-là de réponse, en fait. Non, il y a pas, on n'a pas besoin d'avoir une pression urgente. Je pense que c'est important de pas de répondre, tu vois, c'est important à la fois pour le pro et à la fois pour le perso parce que si tu pars le soir et que tu vois tu sais qu'il te reste une centaine de notifications que t'as pas gérées, c'est dommage de pas avoir prévu sur ta dernière demi-heure de gérer au moins les urgences Ouais. pour pouvoir être bien le soir parce que quand t'as pas répondu à tout, quand t'as pas tout terminé, comment est-ce que t'es pas forcément bien dans ta tête le soir aussi. Donc il y a vraiment cet équilibre entre les deux à gérer. Donc c'est comment est-ce qu'on gère son entretien, enfin comment est-ce qu'on gère justement tout cet aspect notification et comment est-ce que je fais pour garder du temps pour pouvoir les traiter. Et toi, est-ce que en tant que CEO, tu arrives parfois à déconnecter du travail? C'est assez rare. C'est assez rare. C'est un peu la difficulté d'être CEO. Après, c'est le côté parce quand tu es passionné assez fortement de quelque chose, c'est compliqué de déconnecter. J'essaie certains soirs dans la semaine et avec le sport aussi. Ok. Après, on est dans une période un peu plus difficile. À l'époque, je t'aurais dit aller boire une bière avec les copains, mais là, ça arrive un petit peu moins.
Et justement, je ne sais pas si ça impacte cet équilibre, mais j'ai vu aussi que tu travailles depuis quelques années avec ta femme. Vous fondez d'ailleurs Juliette ensemble. Comment est-ce que vous faites pour trouver cet équilibre-là et avoir quand même votre vie perso? Alors effectivement, du coup, je travaille avec ma femme depuis 4 ans et puis on monte une nouvelle boîte ensemble. Le secret, je pense que c'est le même pour tous les couples, c'est d'essayer de bien communiquer. C'est vraiment, nous, on essaie de communiquer vraiment régulièrement. On prend un petit peu de recul sur comment les choses se passent et ce qu'on peut faire un petit peu mieux. Euh, Avec le temps, on a mis en place, en gros, on a mêlé nos routines pro et perso. C'est-à-dire que le matin, le petit déjeuner, c'est en famille. Donc on sait que de 8h à 9h, bon, on prend le petit déjeuner avec la petite et puis après on l'emmène à la nounou. Le créneau du 18-20h le soir, sauf cas exceptionnel, c'est d'essayer de le passer tous les trois. Et puis voilà, puis on essaie aussi de se voir que tous les deux. Je pense que c'est aussi le fondement assez fort d'une famille, c'est que ça se passe bien. Si ça se passe bien dans le couple, ça se passe bien partout. Voilà. Après, on aime bien faire du sport en même temps, donc on se motive un peu tous les deux là-dessus. On aime bien voyager, donc on aimait bien voyager, on espère qu'on pourra revoyager demain. Mais voilà, c'est des passions communes qu'on a sur le travail en remote. On aimait beaucoup être sur le fuseau américain. Donc dernièrement, on avait fait le Canada, on a fait 2 mois et on est parti 2 mois et demi aux États-Unis. On est rentré un petit peu avant à cause du Covid en mars. Et c'était un créneau qui était vraiment bien parce qu'on était en même temps que la France le matin et puis l'après-midi, on pouvait se concentrer et être un peu plus focus. Donc c'était sympa, mais globalement, le secret, c'est vraiment de communiquer. Et du coup, pour toi, les relations de couple dans l'espace de travail, ça fonctionne si on communique. Enfin, c'est le secret, quoi, c'est vraiment la communication. C'est la communication. Après, je dis pas que c'est toujours rose, hein. Je pense que parfois c'est assez compliqué parce que moi je suis quelqu'un d'assez exigeant, hein, et du coup parfois je vais être plus exigeant avec elle que je peux l'être avec les autres, mais on essaie de communiquer et de grandir ensemble. Voilà. Après, je pense que l'important c'est d'être fier l'un de l'autre et puis d'essayer de se le dire assez souvent. Ouais, non, c'est clair. Après, je pense, tu me diras, mais j'ai l'impression aussi que quand tu travailles en couple, la personne peut plus facilement te dire ce qui va pas, tu sais, alors que les autres vont, ce sera peut-être plus difficile de leur dire non, mais là, attends, Baptiste, ton idée, non. Alors que peut-être que la personne avec qui tu vis va te dire peut-être plus directement ce qui va pas. C'est peut-être une force. C'est sûr qu'à un moment, t'as pas le choix, en fait, parce il y a d'être entrepreneur, il y a toujours beaucoup de tensions. Moi, je travaille beaucoup, donc il faut toujours en permanence essayer de trouver un équilibre général entre passer du temps à trois, passer du temps à deux, et puis que je puisse passer aussi du temps avec ma fille, quoi. Et est-ce que enfin, je sais pas si vous faites ça, mais tu sais, comme là, vous êtes tous les deux en télétravail, je pense, dans la même maison. Est-ce que vous vous dites, OK, si on quitte cette pièce-là, on arrête de parler du travail ou il est quand même comme souvent présent? Le travail est très souvent présent, surtout que maintenant on a un projet, enfin une boîte qu'on monte tous les deux, donc on en parle beaucoup, mais c'est pas vraiment le mot travail en fait, parce que enfin, moi je vois pas le travail de façon enfin pour moi c'est pas un mot péjoratif. Je dirais, enfin peut-être qu'on pourrait plus parler de passion où on Ouais. sait pourquoi on se lève le matin et oui c'est très prenant, mais je pense qu'on en a envie aussi. Bon, je pense que ouais, c'est ça, la passion, ça change beaucoup en fait sur pourquoi est-ce que tu te lèves. Complètement, ouais. Et justement, là, tu me parlais de ta nouvelle entreprise là que tu fondes avec ta femme. Sur ton site, tu le décris comme le gel douche pour changer le monde. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette façon de faire là pour changer le monde? Bah l'idée qu'il y a derrière ce projet-là, donc en fait c'est plus qu'un gel douche. Le gel douche va pas changer le monde. On espère changer
changer un peu le monde et la façon dont on va consommer demain. L'idée derrière l'idée qu'il y a derrière Juliette, c'est de supprimer le plastique à usage unique de nos maisons. Donc on va proposer des produits hygiène, soins, maison, qui vont être bons pour la santé, bons pour la planète et à un prix accessible. Et le gel douche, c'est le premier produit qu'on va travailler parce qu'on considère que c'est une aberration écologique. En Europe, tu as 1 milliard de bouteilles en plastique qui sont jetées tous les ans. À peine la moitié est recyclée. Donc, ça veut dire quoi l'autre moitié? C'est-à-dire que soit elle est brûlée, soit elle est enfouie, soit pire, elle va terminer dans les océans. Euh, c'est une aberration parce que du gel douche, ça contient 80% d'eau. De l'eau, t'en as chez toi. Donc, nous, le premier produit qu'on propose, c'est un concentré de gel douche où tu ajoutes ton eau, ton concentré, tu secoues et voilà, t'as ton gel douche pour le prochain mois, quoi. En gros, voilà le premier projet qu'on a derrière ça, mais l'idée qu'il y a derrière ce projet-là, c'est c'est de prendre un petit peu soin de notre planète et surtout réfléchir un petit peu plus à ce qu'on va laisser aux prochaines générations. Est-ce que tu penses qu'on peut tous le faire? Tu sais, en tant que salarié, entrepreneur, même individu, en fait, tout simplement. Ou est-ce que c'est idéaliste de penser qu'on peut encore changer le monde? Je pense qu'on peut tous le faire, et là on parle de peut tous le faire. Je pense que bientôt on devra tous le faire Ouais. si on a envie un peu de changer les choses. Je pense que les gens aussi commencent à se rendre compte un petit peu plus. Tu vois, je pense que moi j'ai 33 ans. Je pense que je fais partie de la dernière génération qu'on a un peu rien à foutre de la planète. Donc tu vas me dire oui c'est faux parce qu'il y a des gens qui sont zéro déchet. Je parle J'ai rien dit. non mais je te parle je réponds pour toi, mais je te parle au global en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'on se rend pas compte de la façon dont on communique, enfin de la façon dont on consomme et de ce qu'on est en train de faire des dernières ressources de la planète. Euh, et la chance qu'on a, c'est que la nouvelle génération qui arrive, donc ceux qui ont 15, 20 ans, ils ont un petit peu changé leur mode de consommation et ils vont un peu plus penser que ça soit d'une part à leur santé ou un peu plus penser à l'environnement. Et c'est vraiment à la fois une chance et aussi malheureusement pour cette génération-là. Et je pense de mon point de vue, ils n'auront pas forcément le choix de consommer différemment et d'apporter beaucoup plus de valeur dans ce qu'ils feront demain. Donc, est-ce que tout le monde est capable? Je pense que tout le monde est capable. Après, je pense que les gens n'ont pas envie. Tu vois, il y a une différence entre pouvoir et le faire, parce que le faire, parfois, ça t'emmène beaucoup de contraintes. Hein. C'est difficile de créer une boîte. Après, il y a des projets cool maintenant, et je pense que c'est quand même assez facile d'aller dans une boîte qui porte des valeurs sympas, et c'est ce qui portera aussi le changement demain. C'est-à-dire d'avoir, tu vois, les jeunes qui sortent d'études aujourd'hui, ils veulent plus aller dans une boîte pour gagner beaucoup d'argent. Ils veulent aller dans une boîte à impact, et ça va changer les choses demain. Non, mais c'est clair. Et puis, je rebondis juste là par rapport à ce que tu dis. C'est aussi, enfin, tu sais, il y a eu des recherches. Je suis tombée sur cette étude il y a pas longtemps, tu sais, sur le fait que le fait d'avoir un sens et un but précis, de trouver de la valeur dans son travail, c'est l'un des facteurs en fait les plus importants qui affectent le bien-être et la performance. Exactement. Comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, là, d'après toi, on peut s'assurer de faire des choix écologiques? Parce que là, tu as Juliette, hein, mais est-ce qu'avec Feezer, qui n'est pas en lien avec l'environnement, tu essayes aussi d'avoir des choix plus écolos? Oui, après c'est c'est deux projets un peu différents. Le but de Feezer à la base, c'était de pouvoir rapprocher les générations entre elles. C'est-à-dire que voilà, on passe plus de temps avec ses grands-parents, on passe de moins en moins de temps avec ses grands-parents. L'idée c'était de pouvoir leur envoyer facilement des nouvelles avec des nouveaux moyens de communication. Mais ça nous empêche pas de penser de penser à l'écologie. Nous, on est à Feezer, on a vendu une partie de la boîte à un groupe qui s'appelle Clairefontaine. Donc c'est un industriel qui s'occupe, qui s'occupe directement du papier. Donc nous, on est sur un papier qui a des grosses normes écologiques.
qui est made in France, et on n'a pas de déchets chez nous. C'est-à-dire que on n'a pas de stock de cartes postales inutilisées à la fin de l'année. Ce qu'on envoie, c'est des cartes qui sont réellement imprimées et pour les envoyer directement aux gens. Et donc, on n'a pas fait l'étude complète sur le transport, mais globalement, nous, on envoie une seule commande. On envoie, t'as 100 000 cartes postales qui partent d'un point A, qui vont vers un centre de tri à un point B, et après, c'est réparti un petit peu partout. L'impact écologique de ce qu'on a par rapport aux solutions existantes est meilleur. Et derrière Juliette aussi, l'idée c'est que je pense que si on veut réellement changer les choses demain, il faut que ça passe par le plaisir. Et du coup, pour garder toute cette notion de plaisir, voilà, il faut essayer de construire tu vois, quand tu vas sur notre site, c'est pas du vert et du marron où on se vend très écolo. On a des jolis petits animaux. On essaie de créer quelque chose d'assez fun derrière, Ouais. où les gens vont garder cette notion de plaisir. Et puis, on va aussi essayer de travailler sur un prix accessible, parce que si on veut changer les choses, on va pas changer les choses en vendant un gel douche à 15 €, hein, mais on va changer les choses en étant positionné comme les industriels, plus ou moins comme les industriels, et en proposant quelque chose d'en plus fun, écologique et puis bon pour la santé. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour engager les salariés dans le développement durable? Mais en même temps, je te dis ça, mais est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de le faire? Alors effectivement, je pense que c'est pas forcément le rôle de l'entreprise de rentrer dans le cadre privé des gens sur ce qu'ils font à l'extérieur. Ça doit plutôt correspondre un petit peu aux valeurs que peut dégager ta boîte et voilà la façon dont les gens vont adhérer aux valeurs de ta boîte. Nous, on a fait le test chez Juliette sur le nouveau projet, justement quand on était en train de construire nos valeurs, et on s'est dit est-ce que on doit mesurer l'impact CO2 qu'a chaque personne dans le privé, et voilà. Clairement, globalement, c'est une idée que j'ai émise et ça allait un petit peu trop loin. Ça allait un petit peu trop loin dans le cadre privé. Donc, je pense qu'on n'est pas encore prêt aujourd'hui. Est-ce qu'on sera le prêt un petit peu plus demain? C'est de toute façon, les choses vont aller un petit peu dans ce sens-là, je pense. Ah oui, ouais, non, complètement. Oui, mais de toute façon, après, je pense aussi que tu sais, quand tu fais, imaginons hein, que chez toi, tu es un salarié qui aime bien, je sais pas moi, faire le tri, faire attention à ce qu'il consomme, comment est-ce qu'on le consomme, etc. Et puis tu rentres dans une entreprise où il n'y a pas toutes ces valeurs-là, il y a pas de match non plus. Bah oui, complètement, hein, complètement. De toute façon, dans les valeurs que tu as dans une entreprise qui veut prendre soin des prochaines générations, si tu le sens tout de suite en entretien, si la personne elle n'est pas motivée par ce sujet-là. Nous, on est une boîte. Enfin, c'est première chose qu'on regarde quand on recrute quelqu'un, c'est est-ce qu'elles se sont concernées par cette mission-là. Ah non, complètement. Baptiste, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? Je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, donc oui, je suis parfois trop optimiste, du coup je me prends des portes, mais oui, je suis assez optimiste pour l'avenir. Il faut qu'on garde un maximum d'optimisme. Clairement, on vit une période qui est extrêmement compliquée, même nous, hein, d'un point de vue Pfizer, on a pris, ça a été une année très très compliquée, du jour au lendemain, on s'est retrouvé en mars à 80% de chiffre d'affaires en moins par rapport à l'année dernière. Mais il fallait quand même être optimiste. Il faut quand même toujours essayer de relever les choses et de essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut. Il y a toujours des solutions, des alternatives. Et puis il y a des voilà les technologies elles évoluent quand même dans le bon sens. Je pense qu'il va falloir un petit peu plus s'en servir pour notre santé et pour l'environnement. Et quel conseil est-ce que tu pourrais donner pour des personnes qui voudraient se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Un conseil, c'est que c'est assez difficile d'entreprendre. C'est déjà bien d'en avoir conscience déjà. Non, mais c'est difficile d'entreprendre, mais clairement,
un conseil à donner, bah, c'est de pas regarder en arrière et de foncer et d'y aller parce que clairement, par l'entrepreneuriat, il y a une liberté incroyable et on sait pourquoi on se couche le soir et puis on sait surtout pourquoi on se lève le matin. Trop bien, c'est clair. On arrive bientôt à la fin de mes questions. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Bah, oui, un peu dans la ligne de ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure, c'est que je pense que maintenant on a assez pensé à nous. Les enjeux de demain, ça va être de sauver les prochaines générations qui arrivent sur cette planète. Je pense que tout seul, on peut pas faire grand-chose, mais si chaque individu il met un petit peu du sien, bah, on va être capable d'ensemble faire des choses assez extraordinaires et de changer les choses. Voilà, c'est notre challenge du moment chez Juliette. Donc, on peut, même si on doit changer assez radicalement, on peut quand même faire les choses avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est pour ça qu'on a lancé un concours sur Juliette. Il reste encore 2 mois sur ce concours où l'idée c'est qu'un maximum de gens nous rejoignent sur juliette.com. C'est un peu une nouvelle façon de se lancer. On a réfléchi à ce qu'on fait un crowdfunding. Voilà, l'idée c'était de pas faire payer les gens. En fait, on va faire gagner à 1500 personnes, on va leur faire gagner leur premier modèle douche. Puis voilà, puis après il y a des cadeaux, beaucoup plus cool autour que je viens de t'expliquer. Et voilà, l'idée c'est d'avoir le maximum de points. Donc pour avoir le maximum de points, bah, il faut nous suivre sur Instagram, liker notre Facebook, et puis partager un petit peu notre concept. Et à chaque fois que tu ramènes des gens dans notre bateau, et ben justement tu gagnes des points en plus et c'est comme ça que tu peux gagner des plus beaux cadeaux. Voilà, c'est bien. Allez jouer. En plus, on gagne des cadeaux, alors attends, on peut que dire oui. J'ai aussi une avant-dernière question que j'aime bien poser. Enfin, c'est la question que j'aime bien poser, mais tu as déjà répondu plusieurs fois dans le podcast. Alors, je vais changer ma question. Ma question, habituellement, c'est qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Mais oui. Tu as répondu. Donc, je vais changer de question. Je vais plutôt te dire, c'est quoi, là, ton rêve? C'est quoi ton rêve? Voilà, tout simplement. Mon rêve, c'est une assez bonne question. Bah, mon rêve, ça serait que là, par rapport à notre prochain challenge, j'aime pas trop le mot rêve parce qu'un rêve, c'est quand même souvent quelque chose qui est un peu inaccessible. Alors que là, l'idée, c'est qu'il y a quand même une chance que ça puisse se réaliser. Et en tout cas, on va travailler pour. Mais voilà, je vais employer mon rêve. Mais mon rêve, ça serait que dans 10 ans, on n'utilise plus de plastique à usage unique dans les maisons. Et là, on aura déjà réussi un beau challenge si on est présent dans le plus de pays possible. J'espère en tout cas que ton rêve va se réaliser du coup, mais pas juste pour toi. En vrai, j'espère que ton rêve va se réaliser aussi pour les autres, pour les générations futures et puis pour le monde, si je peux te souhaiter ça. Sinon, ce que je voulais aussi te demander là, c'est vraiment ma toute dernière question. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un livre, une chaîne YouTube, un film, un documentaire, qu'importe, quelque chose qui t'a marqué et que tu aimerais nous partager? Quelque chose qui a marqué. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle c'est The Miracle Morning. C'est assez cool. J'aime bien toujours pendant les périodes des fêtes, tout le monde est en vacances, donc j'essaie de travailler un petit peu sur mon développement personnel et du coup j'essaie toujours d'optimiser un petit peu la façon dont c'est pas d'optimiser, mais c'est d'essayer d'un petit peu d'être comment est-ce qu'on peut faire pour gagner en énergie, en motivation, en focus. Et je trouve que le livre, il est assez bien fait. Voilà, l'idée, c'est bon, après, chacun se fait son petit process un petit peu, mais c'est de se lever 1 heure avant, de faire un petit peu de méditation, un petit peu de sport, voilà, de lire, d'écrire. Et je trouve que c'est une bonne façon de structurer des choses. Et voilà, je vais essayer. Je vais me motiver sur ça. Je peux pas te dire si ça fonctionne parce que je pense pas. T'as anticipé ma question. Je vais dire, mais attends, est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que ça fonctionne? mais je démarre le 1er janvier, tu vois. Je me suis donné un objectif assez fort. Bon, on reviendra vers toi pour savoir comment ça s'est passé. Si on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Pour me contacter sur LinkedIn, je suis assez réactif. Bon, parfait. Donc, on met Baptiste Amin sur LinkedIn et puis on peut te contacter comme ça.
Exactement. Bon, mais super. Bah, merci beaucoup, Mathis, pour ce moment. Merci à toi, Camille, c'était très cool. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, mais aussi à laisser vos avis sur Spotify, SoundCloud ou encore iTunes. Je vous assure, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Vous pouvez aussi m'adresser des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans le prochain podcast en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5s7rh.com. Et si vous avez répondu à la question sur ce qui vous donne envie de vous réveiller le matin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous répondre. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!